Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La représentativité des femmes dans l'actuel gouvernement peut-elle contribuer à une amélioration des conditions de vie des femmes et jeunes filles au Mali? Tel est le thème qui nous réunit ce soir. Dimanche 9 septembre dernier, la liste du gouvernement du Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a été publiée. C'est une équipe resserrée de 32 ministres. Si ce gouvernement a diminué en nombre, elle a consacré une augmentation de la représentation de la gente féminine. En quoi cette augmentation peut-elle contribuer à une amélioration des conditions de vie des femmes et jeunes filles au Mali? Quel en sera son impact sur les droits et devoirs de la femme dans notre pays? Alors pour en débattre, nos invités sont Sidibé Fatmata Guindo, elle est responsable genre pour le programme Mali Justice. Bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Djingarey Maïna Maïga sera là avec nous. Elle est spécialiste sur les questions des droits des femmes. Maïna, bonsoir. Bonsoir. Et en troisième position, Oumou Salif Touré, elle est chargée de projet Génération Filles à l'AGICAD Mali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue dans ce grand dialogue organisé en partenariat avec le programme d'engagement civique de l'USAID. Le grand dialogue. Le nouveau gouvernement malien compte 32 membres contre 36 dans l'ancienne équipe, dont 11 femmes et une chef de cabinet, Mme Sidibé Zeliatou Sissé, avec rang de ministre cette fois. 2 femmes du gouvernement précédent ont été remerciées. Il s'agit de Mme Kadija Sangaré Koulibaly et Mme Traoré Oumoun Touré. On note cependant le respect de la loi 052 adoptée en 2015 accordant 30% des postes électifs et nominatifs aux femmes. Alors, Mme Sidibé Fatmata Guindo, quelle lecture faites-vous de cet acquis politique dans la promotion de la femme au Mali? Merci beaucoup. Dans un premier temps, nous les femmes, et je pense que la société entière, nous sommes agréablement surprises. Et nous remercions le gouvernement par rapport à cette initiative et surtout par rapport au respect des engagements pris, comme vous venez de le dire tout de suite, l'application de la loi 2015-052 du 18 décembre 2015, instituant les mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Avec 11 minutes sur 32, le Mali se place en tête dans la sous-région, soit un taux de 34%, plaçant ainsi devant la Mauritanie qui est à 32%, le Tchad à 27%, le Sénégal 23%, le Maroc 22%, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire 18% chacun, le Niger 16%, l'Algérie 13% et la Guinée 12%. Donc ça c'est vraiment, nous pensons que c'est le démarrage de l'application de toutes les conventions et textes adoptés par le gouvernement. Merci beaucoup. Oumou Touré, votre lecture sur cet acquis politique. D'abord, bonsoir à tout le monde. Ensuite, je suis très très agréablement surprise et surprise aussi, comme l'a dit Madame tout de suite, parce que la loi, elle est là depuis 2015, mais le fait qu'elle soit respectée maintenant, c'est vraiment un bon début et je pense que nous allons faire des grandes avancées si on continue comme ça à respecter les genres. Okay. Alors, Djingarey Maïga, Maïna Maïga, alors, quelle est votre lecture de cet acquis politique dans la promotion de la femme au Mali? Bonjour, je salue tous les auditeurs. Je salue tous les auditeurs de la studio Tamani. En fait, ma lecture de cette première application de la loi du quota est que nous avons eu 11 femmes et que c'est vraiment le fait que le Mali soit encore en train de vouloir respecter ses engagements en faveur des droits des femmes.
Alors, quel en sera son impact sur les conditions de vie des femmes et jeunes filles au Mali? Et pour ma part, je dirais que ça, c'est une représentation. L'application de cette loi nous donne une représentation des femmes au niveau des postes de prise de décision. Et en plus de cette représentation, je voudrais réitérer encore au gouvernement de faire en sorte que vraiment il y ait une représentativité. C'est vrai que nous avions demandé la représentation, mais nous voulons une représentativité. Une représentativité en ce sens que ce n'est pas le nombre qui compte, mais ce sont des personnes compétentes qui vont occuper des postes responsables et c'est à travers cela que nous pourrons vraiment promouvoir les droits des femmes au Mali. Fatmata Guindo. Moi, j'ajoute que les gens ont été choisis pas seulement parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont aussi compétentes. Et je crois aux critères que le gouvernement a appliqués pour choisir ces braves dames. Donc, pour moi, c'est déjà un départ, un exemple. Je ne dirais pas même que pour le développement de la femme et de la jeune fille, mais pour le développement global. Parce que qui parle de femme, parle de l'enfant, parle des jeunes, filles et garçons. Donc déjà, les gens, pour la société en général, c'est un acte qui est posé, qui amène les gens à respecter et qui amène les gens à avoir confiance en son gouvernement qui adopte des lois et qui commence à les appliquer. Donc c'est vraiment un espoir et pour la jeunesse, un espoir pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde. Donc c'est vraiment un développement général, c'est un espoir qui est ouvert et que les uns et les autres peuvent en profiter. Alors, Oumoun Touré, quel sera l'impact quand même de cet acquis politique-là sur la vie des femmes et des jeunes filles au Mali? Je pense que ça a un grand impact. Pour les jeunes filles, c'est quelque chose qui nous motive, ça nous inspire, ça nous donne le courage de plus travailler, de nous donner la main et d'être un jour comme celles qui sont là actuellement. Et pour les femmes aussi, c'est un bon début. Même si c'est venu un peu en retard, à mon avis, les respects de cette loi. Mais quand même, c'est un bon début. Comme je l'ai dit, j'espère que ça va continuer et qu'on va même aller jusqu'à 50-50. Parce que les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Elles ont tout pour occuper ces postes-là. Et comme le disait Djinkare, nous ne devons pas aller sur les chiffres, mais plutôt sur la compétence. Autant les hommes sont compétents, autant les femmes sont compétentes aussi. Donc, il va falloir aller plus loin, aller à 50-50, pourquoi pas une femme présidente du Mali. Justement, en parlant de l'ordre de préséance, la 6e personnalité du gouvernement est une femme et de surcroît la plus jeune du gouvernement. Est-ce que cela a un sens pour vous? Ça a un grand sens pour moi. L'avoir maintenant ministre, c'est une grande fierté pour nous, les jeunes du Mali. C'est une grande fierté pour les femmes du Mali. Et nous allons la juger par rapport à tous les actes qu'elle va avoir à poser, par rapport aux compétences qu'elle a. Je sais qu'elle a un bon parcours, elle a un très bon parcours. Et ça doit motiver chaque jeune du Mali à se former plus, à ne pas être dans des débats stériles, à aller étudier, à faire quelque chose de sa vie et à contribuer au développement du Mali. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons participer activement. Si nous nous levons et nous nous donnons la main et nous étudions beaucoup, nous pourrons sortir du Mali des grands problèmes dans lesquels nous sommes actuellement. C'est seulement les jeunes qui peuvent le faire. Nous ne sommes pas seulement les futurs du Mali, mais nous sommes les présents. Et les présents, c'est maintenant que ça s'est construit. Okay. Alors, Djingare Maïga, le fait que le plus jeune du gouvernement, c'est une dame, et en plus, elle occupe le poste des affaires étrangères. Est-ce que ça a un sens pour vous, Maïna? Ça a vraiment un sens pour moi, parce que tout simplement, c'est une femme avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, et je connais vraiment son engagement par rapport à la région Afrique, par rapport à l'Afrique de l'Ouest et spécialement son pays, le Mali. Donc c'est une dame qui a beaucoup fait dans la politique. Elle a même participé dans la campagne d'Hillary Clinton. Elle est aussi parmi les organisatrices du sommet Afrique-USA. Quand elle occupait le poste de chargée de l'Afrique au niveau de la Fondation nationale
pour la démocratie des États-Unis. Donc, c'est une dame qui est très brave, qui est très courageuse et qui est persévérante aussi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une opportunité. C'est un modèle que les jeunes Maliennes doivent vraiment prendre et voir comment ils peuvent exploiter vraiment sa présence au niveau de ce ministère-là, qui est un ministère clé dans l'avancement du Mali. Alors, Fatoumata Guindo, le fait que le plus jeune du gouvernement, c'est une dame, quel sens cela a pour vous? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et ça, c'est vraiment encore un respect des engagements pris par le président de la République lors de sa campagne. Il dit qu'il va s'occuper des jeunes. Et comme Oumou l'a dit, c'est aux jeunes aussi de prendre l'exemple. Ça, c'est un exemple. On a un problème par rapport à l'emploi des jeunes. Mais pour avoir un bon emploi, il faut avoir une maîtrise du sujet. Et dans ce sens, nous pensons que le gouvernement a montré aux jeunes que s'ils sont compétents, ils ont leur place dans les activités, dans le travail du pays. Donc pour moi, c'est vraiment d'abord un respect des engagements vis-à-vis de sa campagne, mais aussi un exemple pour les jeunes générations. Et ça, je parle de jeunes femmes et hommes, parce que genre, c'est femmes et hommes, même si nous voulons qu'il y ait plus de femmes aussi. Nous sommes un peu timides, mais vraiment, c'est un stimulus pour les femmes et les jeunes. Oui, mais justement, je disais tantôt dans mon introduction que, comment dirais-je, on a nommé une 12e femme avec rang de ministre cette fois-ci. Hein. Okay. Donc, elle est chef de cabinet à la primature. Bravo. Alors, qu'est-ce que cela ajoute à cet aspect quand même du fait que la femme est chargée également des affaires étrangères? Parce que c'est une première... Tout à fait. C'est une question de compétence. C'est ce que j'ai dit depuis le début. C'est sûr qu'elles n'ont pas été choisies au hasard. Zalimatou Cissé, moi, je la connais. Elle est très, très bien. Je la connais très bien. Et Madame le ministre, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, je ne la connais pas, mais j'ai connu des gens qui la connaissent. Donc, il faut avoir les compétences. Il faut avoir les compétences et être bien entouré. Parce que ce n'est pas le ministre qui fait seul le travail. Il faut vraiment une complémentarité et un échange fructueux. Et je pense qu'ils ne sont pas dans un domaine nouveau. Donc, ce n'est pas parce qu'on est femme ou homme. On a vu des hommes qui ont occupé des postes, mais on a fait beaucoup de bourdonnement après. Donc, vraiment, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas occuper un poste. C'est parce qu'on est compétent qu'on peut avoir accès à ce poste. Et bien, je sais qu'elles ont un défi. Les deux ont un défi. Et je suis sûre qu'elles arriveront à les relever. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau pour parler de la représentativité des femmes dans l'actuel gouvernement. Alors, nos invités sont Sidibé Fatimata Guindo, elle est responsable genre pour le programme Mali Justice. Au téléphone, Djingare Maïna Maïga, spécialiste sur les questions des droits des femmes. Et sur ce plateau également, Oumou Salif Touré, elle est chargée de programmes, elle est chargée de projets Génération Filles, Agicad Mali. Alors, Oumou Touré, donc le fait que cette fois-ci, la chef de cabinet du Premier ministre est aussi une dame, on a vu que le quota de 30% est largement dépassé, on est pratiquement à 35%. Oui. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens pour moi, mais c'est plutôt une question de compétences. Parce que les quotas aussi ont ses avantages comme ça a ses inconvénients. Parfois, nous avons tendance à croire qu'elles sont là juste parce qu'elles ont droit à un quota et on veut respecter ces quotas. Ce n'est pas forcément ça. Les femmes ont des compétences, on a beaucoup à faire. Nous pouvons innover dans beaucoup de choses, mais on ne nous donne pas souvent la chance d'accéder à ces fonctions-là. Je pense que
le jour où nous allons dépasser l'histoire des quotas, le jour où nous allons nommer les gens sur base des compétences et des qualifications, ces jours-là, nous aurons fait un grand pas. Nous aurons fait un grand pas dans le respect du genre, parce que toutes ces femmes qui sont là sont des modèles. Elles sont vraiment compétentes et nous allons les voir à la tâche et nous allons les juger en fonction de ça. Parce que pour que nous aussi, nous puissions aspirer à occuper ces postes-là un jour, il va falloir qu'elles s'y mettent, qu'elles travaillent vraiment pour que nous puissions être fiers et que nous allons dire un jour, telle femme était là et elle a fait telle chose pour les Mali. Moi, je vais faire plus aussi. Ok. Alors, parlant promotion et émancipation de la femme malienne, Madame Sidibé Fatmata Guindo, ces nominations au sein de l'actuel gouvernement, est-ce qu'elles répondent aux besoins de promotion et d'émancipation de la femme malienne, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'était une question d'engagement politique. Et je pense que cet engagement est là cette fois-ci. Et comme Oumou a dit de la JICAD, c'est pas seulement remplir un quota, mais aussi avoir la compétence. Sinon, on ne serait pas conscient d'être nommé parce qu'il faut avoir un tel nombre de femmes, mais être nommé et bien remplir ses fonctions. Donc, c'est vraiment une question de compétence, c'est une question de volonté politique qui est là, qui est une opportunité pour tout un chacun, et qui veut dire quand même que le gouvernement il ne peut pas reculer encore, hein. C'est en avant. Donc, moi, je dis que oui. Alors, Oumou Touré, alors ces nominations au sein de l'actuel gouvernement, est-ce que selon vous, ça répond aux besoins de promotion et d'émancipation de la femme malienne? C'est un premier pas qui vient d'être fait maintenant. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais ce qui vient d'être fait est quand même salutaire. En matière d'émancipation de la femme et de la jeune fille au Mali, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons ratifié beaucoup de lois, beaucoup de conventions. Même cette loi, elle était là depuis 2015, mais on vient quand même de la respecter. Il va falloir respecter toutes les lois et toutes les conventions que nous ratifions. Parce que le Mali est l'un des pays qui ratifie tout. Au niveau de la loi, tout est bon. Mais au niveau de l'application des lois, il y a un réel problème. On ne peut pas considérer la femme comme la plus faible. Nous n'avons pas besoin de la pitié de quelqu'un. Nous avons besoin d'être reconnus comme tels. Nous avons besoin d'être reconnus comme des personnes qualifiées qui ont droit à ça. Nous n'avons pas besoin d'un quota. Nous n'avons pas besoin de demander notre émancipation. Nous devons l'acquérir naturellement. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. Et là, si ça ne devient pas naturel, juste comme ça, là, il y a un vrai problème et il faut corriger ça immédiatement. Alors, Djingare Maïna, en quoi ces nominations dans ce gouvernement-là répondent aux besoins de promotion et d'émancipation de la femme malienne? Merci de la question. Moi, je pense que mes prédécesseurs ont déjà parlé un peu de quelques idées. Mais je me dis que pour moi, quand j'ai commencé à parler de représentativité, c'est le fait que les femmes qu'on va mettre à ces positions-là, qu'on ne pense pas plutôt au nombre, qu'on ne dit pas qu'ici, nous devons avoir tel nombre de femmes, mais quel nombre de femmes compétentes, quel nombre de femmes qui ont la capacité d'analyse étendue et qui peuvent vraiment nous aider à avoir des lois qui répondent vraiment aux intérêts et aux besoins stratégiques des femmes. Donc, c'est des femmes comme ça qui vont nous aider vraiment à promouvoir les droits des femmes. C'est vrai que quelque part, il ne suffit pas d'avoir des lois sur les papiers, écrites sur les papiers, mais que dans la pratique aussi, que nous arrivions vraiment à changer certains comportements que nous avions en faveur de la fille ou de la jeune fille. Donc, c'est une manière pour le gouvernement de nous représenter. Il y a une représentation. Mais parmi ces femmes aussi que je connais un peu, je sais qu'elles ont la capacité de pouvoir négocier, la capacité
de pouvoir analyser. Elles ont la connaissance sur les besoins et les intérêts stratégiques des femmes. Donc, ce serait le moment pour nous, en tant que femmes, en tant que jeunes femmes, de profiter de la présence de ces dames au niveau de ces postes de prise de décision et de faire valoir nos droits. Donc, en ce sens, je vais dire que il ne suffit pas de les avoir là-bas, mais elles ont aussi besoin de nous en tant que femmes, besoin de nous en tant que femmes des communautés de base, besoin de nous pour les aider à comprendre, à mieux comprendre la situation des femmes dans la pratique et à pouvoir les améliorer, non seulement dans la loi, mais aussi dans la pratique. Et une des pratiques que le gouvernement vient de faire, c'est d'avoir ce nombre de femmes-là et d'avoir des femmes vraiment qui sont à hauteur de souhait dans ces postes de gouvernement. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle idée que le gouvernement a eu d'avoir ces femmes-là et que nous, en tant que femmes, nous devons profiter de leur présence, être à leur côté et les aider vraiment à faire valoir nos droits. Okay. Alors, Oumou Salif Touré, donc comment traduire ces nominations-là en termes de devoirs et droits de la femme au Mali? Pour traduire ces nominations-là concrètement, il va falloir faire beaucoup de choses pour les femmes. Je ne parle pas simplement d'une nomination parce que c'est bien, elles sont là et c'est vraiment à saluer. Mais par contre, pour la femme qui est au village, qui n'a même pas droit à 25 francs de paracétamol pour se soigner, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pratiquement rien dire. C'est à la base qu'il y a un problème. Il faut que la base ressente ces changements-là. Il faut que là-bas, on sente qu'il y a des femmes qui sont là pour changer. Il faut qu'elles se sentent concernées, qu'elles soient, elles, émancipées pour qu'on puisse parler d'émancipation. Moi, j'ai été à l'école. Je suis là, je peux dire que oui, je suis très fière d'eux. Je vais faire comme elles, Inch'Allah. Mais par contre, elles ne savent même pas pour la plupart qu'il y a des femmes qui ont été nommées ministres. Elles ne savent pas pour la plupart qu'il y a une jeune dame qui est là et qui va avoir du pain sur la plage. Elles ne savent pas. Parce qu'en réalité, elles vont se demander qu'est-ce que ça change à leur vie. Et c'est eux, c'est elles la majorité silencieuse. C'est à elles que nous devons penser. Et s'il y a changement, ici, ça doit avoir un impact. Ça doit être sur eux. Si eux, elles voient ça en quelque chose de très positif. Et si ça les inspire, ça les motive, nous avons atteint notre objectif. Le Mali sera un pays où l'émancipation de la femme est vraiment réelle. Ok. Alors, Fatmata Guindo, comment traduire ces nominations-là en termes de devoirs et de droits en faveur de la femme malienne? Donc, moi, j'allais dire quand même qu'il y a quand même des acquis. Nous avons le plan national JAR, qui est un élément solide et qui a été élaboré de façon participative de la base vers le haut. Donc nous avons également la politique de la planification et la budgétisation sensible au JAR qui est là. Il y a des institutions qui ont été mises en place pour l'application de la politique nationale du JAR au niveau de 11 ministères clés, sinon tous les ministères. Et tout est bien là, mais c'est la mise en application. Donc moi, j'allais leur quand même suggérer, si en essayant de travailler sur la politique nationale JAR, avec tous les outils participatifs qui ont été élaborés en collaboration avec les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, qui n'ont qu'à mettre en œuvre la réalisation effective de tout ce qui est théoriquement bien ficelé, mais qui ne bouge pas. Donc, c'est vraiment la mise à... Déjà, si 11 des ministres sur les 32, sinon 12 des ministres sur les 32, arrivent à mettre en application la politique nationale JAR dans le contexte de leur ministère, c'est déjà un grand pas. Donc, parce que tout est institutionnellement, tout est bien ficelé. Mais c'est la mise en application qui pose problème. Et il faut qu'on ait un budget en concordance, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des politiques et autres. Là, déjà, sinon, la Constitution, elle est bien gérée. La Constitution, c'est très précis. La lettre de recadrage
Tout ça, mais l'application. Et nous pensons que la porte d'entrée, sinon le démarrage de ces applications maintenant, commence avec ces 12 femmes. Et nous attendons beaucoup d'eux. Je sais que d'elles, elles ont un grand défi, mais je les renvoie quand même à nous appuyer dans l'application de la politique nationale JAR avec les outils appropriés qui s'y vont avec. Mais vous avez parlé tantôt des défis, mais quels sont les défis majeurs quand même qui se posent à la transformation de cette nomination en termes de droits et devoirs? Bon, quand je dis défis, les beaux textes sont là. Les dispositions institutionnelles ont toujours été là. Donc, mais nous pensons quand même que, vu la volonté politique du gouvernement à appliquer cette fois-ci cette loi, donc nous pensons que le gouvernement va accompagner. Elles doivent croire, elles doivent oser aller vers l'application. Parce qu'on a toujours eu, mais on ne l'a jamais appliqué. Et je pense que ça, c'est vraiment une opportunité, et un environnement qui est créé, qui sera un gagnant-gagnant et pour ces ministres femmes et aussi pour le gouvernement en termes de respect de ses engagements. Très bien. Alors, Djingare Maïna, comment traduire ces nominations en termes de droits et devoirs de la femme au Mali? Bon, moi, je dirais tout d'abord que dans le débat, nous sommes en train de parler parfois d'émancipation. Je dirais qu'il est temps maintenant que nous laissons ce mot-là quelque part. Parce que si nous sommes là aujourd'hui en train de débattre du nombre de femmes qui a augmenté dans le gouvernement, ça veut dire que quelque part, la femme a grandi. Elle a pu aller à l'école, elle a grandi, elle a eu un DF, elle a eu un baccalauréat, elle a eu un master, etc. Donc, l'émancipation, on doit le laisser. On doit oublier ce mot émancipation-là maintenant et penser plutôt à l'égalité et à l'équité, à l'égalité des droits et à l'équité. Donc, les traduire en fait qu'est-ce que vous avez dit? En termes de droits et devoirs de la femme au Mali. En termes de droits et de devoirs de la femme au Mali, je dirais que nous avions déjà des documents sur la table. Et que ces documents-là sont déjà ce que nous avions comme concret à changer et qui va vraiment changer dans les droits et les devoirs des femmes. Le premier document, c'est le Code de la famille, qui est vraiment un code qui a vraiment rétrogradé. Donc, il serait important que nous puissions vraiment traduire ces présences-là à travers une révision de ce code des personnes et de la famille. Nous sommes en train de travailler sur des lois. La loi sur les violences basées sur le genre. Donc, ce serait important que nous profitions vraiment de la présence de ces braves dames-là au niveau de ces gouvernements, de ces dames compétentes au niveau de ces gouvernements, pour faire en sorte que cette loi voit le jour. Nous avions les problèmes pour les témoins et les victimes des violences au nord de 2012. Donc, ces dossiers sont là. Donc, moi, je trouve que pour traduire vraiment la présence de ces braves dames-là, c'est le moment pour nous de faire sortir ces dossiers et de faire en sorte que ces dossiers soient une réalité et que les femmes voient vraiment que dans la réalité, ce n'est pas seulement sur les papiers, mais dans la réalité, il y a aussi ces actions qui sont en train de se faire. Et la dame Guindo vient de parler de la politique nationale genre. C'est que cette politique nationale genre a un plan d'action. Et la résolution 1325 des Nations Unies sur femmes dans les conflits a un plan d'action. Donc moi, je trouve que pour vraiment matérialiser et mettre vraiment la présence de ces dames-là sur les droits et les devoirs des femmes, c'est le moment pour nous de penser à ces actions
à ces documents et en faire des réalités. Mais en plus de faire sortir ces documents, que nous soyons là, que nous les épaulons à comprendre ces documents et à comprendre que c'est ce que nous voulons. Et pas seulement nous en tant qu'intellectuels. Je veux parler des femmes à la base. Je veux parler des femmes à la base. Qu'elles soient informées, qu'elles soient sensibilisées, qu'elles connaissent vraiment que telle dame ou telle dame est là et que je peux compter sur telle dame ou telle dame. C'est vraiment une opportunité pour elles de pouvoir utiliser ces créneaux-là et faire en sorte que leurs droits, surtout leurs droits, parce que les devoirs, là, ça dépend de la culture de la femme, mais que leurs droits sur les papiers soient quand même des droits humains qui pourra les protéger et faire en sorte que leur vie soit vraiment et leur intégrité soit vraiment ne soit pas violée. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Oumou Salif Touré, chargé de projet Génération Filles à l'AJICAD Mali, Fatimata Guindo, Dame Sidibé Fatimata Guindo, elle est responsable genre pour le programme Mali Justice, et au téléphone Djingare Maïna Maïga. Alors, elle est spécialiste sur les questions des droits des femmes. Alors, Fatimata Guindo, quel peut être l'impact de ces nominations-là sur l'éducation, la santé et l'accès aux autres services de base au profit de la femme malienne? Bon, déjà, le fait que, comme Oumou l'a dit en tant que jeune, que les jeunes soient là au niveau du gouvernement à des postes clés, sinon une première dans certains postes, ça veut dire qu'il faut les compétences. Et pour ces compétences, il faut l'éducation. Donc déjà, pour moi, ça va booster quand même les jeunes à aller se former, à acquérir les compétences. Et nous pensons que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un ministère, c'est un tout. C'est les différents ministères. Mais déjà, on a comme 12 ambassadeurs, ambassadrices qui sont là, qui vont aussi influencer les autres ministères. Parce que les choses sont liées les uns aux autres. Elle a parlé des questions de VBG. Pour qu'on ait accès actuellement, c'est le ministère de la Justice qui vient. Même si ce n'est pas une femme qui est là, nous pensons qu'elles vont être à mesure de sensibiliser, entre guillemets, les gens n'aiment pas beaucoup, en tout cas de faire, comme les Anglais, awareness raising, montrer le problème et voir les textes qui font des problèmes et amener vraiment ces différents ministères à intégrer le genre dans leur spécificité. Par exemple, le ministère de l'Éducation est là. Nous savons que la base, c'est l'éducation. Sans éducation, rien ne va. Toutes les questions qu'on parle actuellement, c'est si l'éducation à la base était là, si toute la population était éduquée, formelle ou informelle, telle que l'alphabétisation, les CED, on envoie, on ne serait pas là. Donc, nous pensons que déjà, c'est comme... ça attire les uns et les autres qui sont déjà dans l'éducation à comprendre que si vraiment je fais des efforts, je peux avoir gain de cause, mais aussi que les autres aussi s'engagent vraiment. Et là, le rôle de la société civile est très capital, c'est de sensibiliser, informer. Nous voyons quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à l'éducation, même si encore la disparité entre filles et garçons est toujours là, mais le Mali est en train de progresser avec, la qualité en est une autre, mais déjà on a beaucoup, vraiment, l'éducation c'est à tous les niveaux. On voit des écoles privées, un peu partout, les écoles communales, etc. Donc oui, moi je pense que c'est l'éducation, ça a
cela a un impact, un lien étroit avec l'éducation et la recherche des compétences. Alors, Oumoun Touré, quel sera son impact sur l'éducation, la santé et les autres services sociaux de base? D'abord, sur les services sociaux de base, je pense qu'elles doivent faire un plaidoyer. Parce que c'est sûr que les femmes ne peuvent pas occuper tous les postes ministériels. Donc, là où il y a des hommes, il va falloir faire un grand plaidoyer pour que tout le monde puisse faire de ces problèmes-là une réalité. Parce que ces problèmes ne concernent pas que les femmes. Ça concerne le Mali tout entier. Ça concerne l'avenir de ces pays. Parce que l'accès aux services sociaux de base ne doit pas être discuté. Ça doit être un fait. Ça doit être un acquis. Nous devons l'avoir. Du coup, si nous ne l'avons pas, nous devons tout faire pour l'avoir. Et ça doit être une priorité. Pour ces femmes qui sont là actuellement, je me dis que si elles se donnent la main et qu'elles font un grand plaidoyer, elles peuvent venir à bout de ces problèmes-là. Elles doivent quand même, comme l'a dit Djinkare tout de suite, elles doivent d'abord commencer avec leur propre ministère. Parce qu'il va falloir donner l'exemple pour que les autres puissent suivre les pas. Donc maintenant, pour les services sociaux de base, il va falloir faire un plaidoyer, faire tout ce que nous pouvons pour que ce soit une réalité. Aucune femme, par exemple, ne doit mourir en donnant la vie, faute de soins. Ce n'est pas du tout normal. Et nous parlons de violences basées sur les genres. C'est devenu notre quotidien. À croire que la femme, elle est là juste pour ça. À force, nous-mêmes, on a accepté ça. C'est normal pour nous. Et ce n'est pas du tout normal. Il va falloir trouver une solution et rapidement. Okay. Alors, Djinkare Maïna, quel sera l'impact de ces nominations sur l'éducation et l'accès aux autres services sociaux de base? C'est Djinkare Maïga. Ah, c'est Djinkare Maïga. Maïga. Très bien, ok. Voilà. Merci Donc, beaucoup. je dirais que le Mali a été démocratique. Et ça n'a suivi la décentralisation qui donne le pouvoir aux communautés de décider de ces services sociaux de base, de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, de l'environnement, etc. Moi, je dirais que c'est vrai que le pays s'est engagé dans cette voie, mais ce qui manque encore, la redevabilité envers ces services sociaux-là, la responsabilité envers ces services sociaux-là. Donc, ce serait important si nous pouvions vraiment travailler cette redevabilité de l'État, mais aussi des acteurs dans les décentralisations à faire de ces services sociaux de base une réalité qui doit être un acquis. Donc, comme Adam l'a dit, comme Oumou l'a dit, c'est vraiment important que nos représentants dans le gouvernement puissent vraiment faire le plaidoyer auprès de leurs confrères pour faire en sorte que ça soit vraiment une réalité. Que la redevabilité envers ces droits-là soit un acquis. Que la personne et les responsabilités soient dégagées et qu'une participation citoyenne envers ces services sociaux-là soit une réalité. Et quand j'ai parlé de représentativité, je vais y revenir parce que de représentativité en ce sens que ce soit des femmes qui connaissent vraiment la réalité, le vécu réel des femmes, la réalité de vie de ces femmes-là. Pas seulement de nous au niveau je peux dire du sommet, mais des femmes à la base. C'est ce qui va les aider vraiment à faire de leur mandat un mandat pour les femmes. Et ça va faire que dorénavant, dans les postes de prise de décision, on va penser à plus de femmes. Il y aura des jours où on aura 50-50. Et si cette première application marche vraiment, je suis sûre qu'on aura 70 sur 30. Si ces femmes-là peuvent vraiment faire de leur présence vraiment un modèle, ça va faire qu'on aura 70% dans les prochains gouvernements.
Mais il y a des efforts quand même à fournir de part et d'autre pour une participation quand même de la femme à l'émergence d'un Mali prospère et en parfaite harmonie avec ses us et coutumes. Quels sont ces efforts à fournir? D'abord, comme je l'ai dit, nous avons de très belles lois. Nous avons signé et ratifié presque toutes les conventions et les chartes, les engagements au niveau non seulement national, régional et international pour promouvoir la femme. Il faut en faire une réalité. Il ne faut pas que ce soit sur papier, mais il faut en faire une réalité. Et parmi ces efforts, je parlerai surtout du renforcement des capacités des femmes. Renforcement des capacités des femmes. Je ne dis pas seulement les femmes au sommet, mais en commençant par les femmes au niveau communautaire pour qu'elles puissent vraiment jouir de leurs droits humains. Et c'est dans ce sens-là qu'elles vont aussi aider à faire jouir les droits humains aux autres membres de la communauté. Okay. Parce que, comme on le dit chez nous, donc on renforce vraiment la connaissance et la capacité d'analyse de ces femmes-là par rapport aux pratiques journalières et au vécu des femmes, pour que ces femmes-là arrivent vraiment à sortir des éléments d'action et faire en sorte que ces pratiques et que la socialisation puisse vraiment changer envers une promotion des femmes et l'émergence de la femme en général. Merci beaucoup, Djingare Maïga. Alors, Fatimata Guindo, selon vous, quels sont les efforts à fournir pour la participation vraiment efficiente quand même de la femme au développement du Mali? Ok, comme elle vient de dire, Djingare vient de dire, le Mali a ratifié beaucoup de textes, instruments internationaux et régionaux. Et pour ne citer que la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDE, le protocole des droits de la femme en Afrique, le protocole de Maputo et la Constitution du Mali, comme je l'ai dit, tout ça c'est très bien fait. Maintenant, le problème, la limite du cadre juridique pour l'équité genre concerne la faible harmonisation de la législation nationale avec les instruments. Je prends le cas des violences basées sur le genre. À présent, quand on a des cas, les gens ils vont devant la justice, c'est des cas qui sont toujours pendants. Parce qu'il y a un problème d'application de ces textes internationaux qui ne sont pas très bien en concordance avec les textes nationaux. Et ça, je pense qu'il faut quand même aller dans ce sens en harmonisant, en domiciliant ces textes internationaux au contexte socio-culturel. D'accord, on est un peu coincé par le temps, mais juste une dernière question. Pourquoi je peux vous croire que ces femmes ministres seront à hauteur de mission? Donnez-moi une raison. Elles seront à hauteur de mission parce qu'elles ont été choisies sur la base de leurs capacités. Elles seront à hauteur de mission parce que tous les Maliens veulent que ça marche. Cette loi sur le quota, c'est une loi qui a été prise par l'Assemblée nationale aussi. Donc, tout le monde est avec ces femmes. Et elles connaissent la réalité économique. Les participants sont là, la société civile est là, les acteurs, partenaires internationaux, les partenaires techniques et financiers sont à leur côté. Ok, voilà. D'accord. Merci beaucoup à Fatimata Guindo, elle est responsable genre pour le programme Mali Justice. Merci à Djingare Maïga, spécialiste sur les questions des droits des femmes. Alors, merci à Oumou Salif Touré. Elle est chargée des projets Génération Filles à l'AJICAD Mali. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi.
Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11, 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mise en onde par Seydou Dao. La régie vidéo était assurée par Nuhun Djire. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré à la coordination. À plus tard. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.